Bonjour à tous. À l'occasion de la rencontre des BRICS qui aura lieu à partir de demain, 22 août 2023 en Afrique du Sud, j'ai souhaité engager une discussion autour de la question de la monnaie dans l'Antiquité négro-africaine. Vous savez que c'est une question qui préoccupe les peuples subsahariens, tout au moins ceux qui s'intéressent aux questions monétaires et politiques. Et j'ai voulu, à travers les humanités classiques africaines, apporter quelques éclairages sur la question précisément de la monnaie dans l'Antiquité négro-africaine afin que le grand public, car cette communication, je la souhaite populaire d'une certaine façon, afin que le grand public soit instruit sur euh, les réflexions conduites par les Africains, entre guillemets, de la période pharaonique notamment, tout au moins de l'Antiquité en général. Donc, les réflexions sur la monnaie, car ce n'est pas toujours, bien évidemment, que nous en sommes instruits, nous en sommes informés. Il est bon, m'a-t-il semblé, que les uns et les autres puissent avoir des idées claires sur cette question. Alors, j'introduirai mon propos par une œuvre que j'ai souvent citée dans mes travaux. Il s'agit des Hieroglyphica d'Horapollon. Horapollon, c'était un auteur du 5e siècle d'origine égyptienne qui a publié en langue copte, donc cet ouvrage qui a pour titre Hieroglyphica. Horapollon au 5e siècle donc dit dans ses Hieroglyphica, donc dans ce texte, que les anciens Égyptiens dessinaient un vautour pour signifier 2 drachmes. Horapollon au 5e siècle dit dans les Hieroglyphica que les anciens Égyptiens dessinaient un vautour pour signifier 2 drachmes. Le mot drachme désigne plusieurs monnaies grecques et plusieurs unités de masse ou de volume. Le mot drachme désigne plusieurs monnaies grecques et plusieurs unités de masse ou de volume. Le mot dirham, qui désigne la monnaie de plusieurs États arabes aujourd'hui, provient du grec ancien drachmé, c'est-à-dire drachme. Le mot dirham, qui désigne la monnaie de plusieurs États arabes, provient du grec drachmé, c'est-à-dire drachme. Alors, je fais ces premières précisions, naturellement, puisque nous irons ensuite dans le détail pour saisir ce que tout ceci a à voir avec ce que nous appelons généralement l'Antiquité négro-africaine. Donc, je reprends, encore une fois, pour signifier que le mot dirham, que vous connaissez sans doute, qui désigne la monnaie de plusieurs États arabes, provient du grec ancien drachmé, c'est-à-dire drachme. Maintenant, d'un point de vue étymologique, le mot drachme provient du grec drachmé, qui signifie poignée, contenue de la main. Donc, d'un point de vue étymologique, le mot drachme provient du grec drachmé, qui signifie poignée, contenue de la main. Ce lien apparent que décrit Horapollon entre le vautour et la drachme provient du nom que porte la poignée au sein des langues subsahariennes. Donc ici, nous rentrons naturellement dans l'analyse, puisque j'ai introduit cette note en rappelant ce que dit Horapollon lorsqu'il relève la relation que les anciens Égyptiens établissaient entre le vautour et 2 drachmes. Donc, ce lien apparent que décrit Horapollon entre le vautour et la drachme provient du nom que porte la poignée au sein des langues subsahariennes. Nous pouvons citer la langue boulou, parlée au sud Cameroun, où nous trouvons doé, qui désigne la paume de la main ou la poignée de quelque chose, les wondo, doué, qui désigne la paume de la main ou la poignée de quelque chose. Je parle ici naturellement de langues qui proviennent du sud Cameroun, mais ces notes, naturellement, ou ces exemples, évidemment, ne sont pas exhaustifs, mais ils suffiront pour signifier l'expression de l'idée poignée de quelque chose au sein des langues subsahariennes, notamment ici pour ce qui concerne les langues dites bantoues. Donc, on peut citer le boulou, doé, paume de la main, poignée de quelque chose, les wondo, doué,
paume de la main, le badui, qui est également une langue parlée au sud Cameroun, doé, petite poignée, le fang, dui, intérieur de la main, qui sont des langues, je l'ai rappelé, naturellement, des langues dites bantou. Et le fang, pour une précision, est une langue parlée notamment au sud Cameroun, en Guinée équatoriale, également au Gabon. Voilà. Le nom de la poignée est celui du vautour. Hein. J'espère que vous parviendrez à faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, le nom de la poignée est celui du vautour. Avec ceci que c'est à partir de cet objet que nous appelons poignée en français qu'arrive le terme drachme qui désigne précisément la poignée ou le contenu de la main dans la langue des Grecs. Le nom de la poignée est celui du vautour. On le voit notamment avec le fang dui, intérieur de la main, qui est un homophone dans la même langue d'une dui qui désigne le vautour. D'accord? Ceci est une simple relation d'homophonie, c'est la raison pour laquelle on peut statuer sur le fait qu'au sein des langues subsahariennes, notamment ici en l'occurrence les langues dites bantou, eh bien on observe que le nom de l'intérieur de la main, de la paume de la main, ou de la poignée de quelque chose, en l'occurrence dui, pour ce qui concerne le fang, est un homophone du nom du vautour. D'accord? Donc le même mot apparaît avec les wondo, ndoé, le boulou, ndoé, ou le bassa, ndoi, qui désigne cette fois l'aigle, qui, comme vous le savez, est un rapace. Mais vous devez savoir que ce sont des mots qui participent d'une même origine, bien que, naturellement, la désignation peut être ensuite spécialisée. Il s'agit du vautour ou de l'aigle dans le contexte, il s'agit bien évidemment du même mot. Et les formes soudanaises apportent donc quelques variantes. Donc ici, j'établis le lien maintenant que ces mots réputés provenir des langues dites bantou, eh bien, observe avec les formes dites soudanaises, notamment ici en l'occurrence le Soudan occidental, bien sûr, des pays, on parlera donc des pays comme le Mali, le Sénégal, etc., la Guinée, etc. Voilà. Donc, les formes soudanaises sont doua, douga ou douba pour signifier vautour. Et je rappelle qu'ici, il ne s'agit naturellement que de ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Il s'agit bien évidemment du même mot, depuis le fang dui pour signifier intérieur de la main ou poignée de quelque chose, jusqu'aux formes soudanaises doua, douga ou douba pour signifier le vautour. Il s'agit, je répète encore une fois, bien évidemment d'un seul et même mot. Donc, je peux citer le malinké doua, le dogon, dans le mambo dogon par exemple, qui est un dialecte dogon, où nous dirons douba, car c'est le W qui se réalise en B, et en bambara, on dira douga, car on va dire en bambara ou en bamana, naturellement, car bien sûr, dans ce contexte, c'est le B qui se réalise en G. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle des correspondances usuelles, des correspondances phonétiques, point de vue de la linguistique historique. D'accord? Donc, le nom de la poignée est celui du vautour. Ce lien, il fallait premièrement l'établir. Vous verrez que c'est pour ce motif que Oraponon nous dit dans ses hiéroglyphica que les anciens Égyptiens, pour signifier 2 drachmes, représentent un vautour. Avec ceci que le mot drachme, c'est-à-dire drachmé en grec, désigne la poignée de quelque chose, le contenu de la main. Donc, le nom de la poignée est celui du vautour. On le voit notamment avec le fang dui, intérieur de la main, homophone de dui, vautour, dans la même langue. Le même mot apparaît avec les wondo, ndoé, le boulou, ndoé, le bassa, ndoi, pour désigner l'aigle. Les formes soudanaises sont doua, douga ou douba pour désigner le vautour. Je peux citer donc le malinké doua, le mambo dogon, douba, le bambara, douga, qui sont un seul et même mot naturellement qui mutent au sein d'un espace linguistique homogène. Le nom douba, que porte donc le vautour, explique pourquoi ce dernier représente 2 drachmes chez les anciens Égyptiens. Ici, nous parvenons à une première conclusion. Le nom douba, que porte le vautour, explique pourquoi ce dernier représente 2 drachmes chez les anciens Égyptiens. Le bambara dit en effet doubalem pour désigner une ancienne pièce de 2 francs. Et Maurice Delafosse, qui en 1955 publie un dictionnaire mandingue, note à cet effet doubalé, doubali, pièce de 2 francs, pièce anglaise de 2 shillings, somme de 2 francs ou de 2 shillings. De même, on peut citer le songhai doubal,
qui désigne une ancienne pièce de 2 francs. Vous voyez, dans ce contexte, on parlera naturellement de francs, mais on peut ici donc établir premièrement la relation avec les 2 drachmes, puisqu'il est toujours question d'un doublon. Vous allez comprendre en fait pourquoi ceci est permanent dans ce contexte. Donc, on voit bien apparaître ici la relation entre le nom de vautour au sein des langues soudanaises, notamment Douba, et le terme Doubaleng qui désigne donc une ancienne pièce, dirons-nous, de 2 francs dans le contexte soudanais plus ou moins récent, dirions-nous. Et je rappelle ce que note ici Maurice Delafosse dans son dictionnaire mandingue. Doubalé, Doubali, pièce de 2 francs, pièce anglaise de 2 shillings, somme de 2 francs ou de 2 shillings. De même, le songhai Doubal désigne une ancienne pièce de 2 francs. C'est la raison pour laquelle, et j'insiste car vous devez comprendre la relation qui est ici pertinente, c'est la raison pour laquelle, au rappelons, on peut dire au 5e siècle que pour signifier 2 drachmes, les anciens Égyptiens représentent un vautour. Car le vautour, naturellement, dans ce contexte, se dit Douba, pour ce qui concerne les langues soudanaises, comme je l'ai rappelé déjà à maintes occasions jusqu'ici. Nous pouvons naturellement vérifier ce que nous avançons par un ensemble de faits maintenant qui vont porter sur l'écriture même des anciens Égyptiens. Car il est encore question pour nous de rappeler qu'il n'est pas ici souhaitable de nous croire sur parole, car naturellement nous faisons un travail scientifique et l'objet de notre démarche est naturellement d'apporter la preuve des conclusions auxquelles nous parvenons. Je dirais premièrement ceci. Dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire vers 2750 avant l'ère actuelle, c'est-à-dire l'ère chrétienne, les anciens Égyptiens inventent une unité de compte dit chat par les anciens Égyptiens, liée notamment à la valeur de l'or. Dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire vers 2750 avant l'ère actuelle, c'est-à-dire une époque relativement ancienne, les anciens Égyptiens inventent une unité de compte que les égyptologues appellent chat. Nous verrons plus loin de quoi il s'agit précisément, mais pour l'instant, je vais utiliser la terminologie égyptologique pour qu'on se comprenne. Parfois, on dit chati également, pour ceux qui ont une connaissance naturellement de la littérature égyptologique. Donc, dès l'Ancien Empire, autrement dit vers 2550 avant l'ère actuelle, les anciens Égyptiens inventent une unité de compte, le chat lié à la valeur de l'or. Un chat équivaut à 7,5 grammes d'or. Un chat ou chati équivaut à 7,5 grammes d'or. À partir du règne du pharaon Ramsès II, vers 1279 avant l'ère chrétienne, le chat ou chati est remplacé par le débène. C'est encore une terminologie, enfin un terme utilisé par les égyptologues. Nous verrons naturellement à l'image la graphie qui est ainsi, on va dire, translittérée, c'est-à-dire lue dans le système de lecture utilisé en égyptologie, puisqu'il s'agit premièrement de translittérer et ensuite de rajouter des E pour pouvoir vocaliser le résultat de la translittération. Translittérer signifie attribuer des valeurs alphabétiques aux signes hiéroglyphiques. Donc, je dis qu'à partir du règne de Ramsès II, le chat est remplacé par le débène, c'est ainsi que les égyptologues nomment cette valeur, j'allais dire monétaire d'une certaine façon, qui pèse 91 grammes. Le débène, disons-le comme ça pour l'instant, est une monnaie qui sert à calculer le prix. Sa valeur est établie par rapport à un métal qui peut être l'or, l'argent ou le cuivre. Pour payer, on donne des biens qui ont la même valeur que le produit acheté. Pour payer, on donne des biens qui ont la même valeur que le produit acheté. Alors naturellement, quand j'utilise le terme d'ébène, c'est une convention égyptologique. Il ne s'agit pas là d'un mot qui existe dans la vraie vie, car le vrai mot, bien sûr, c'est le terme doubal ou doubalène, qui paraît ici au sein des langues soudanaises. Ceci est absolument important. Il faut absolument le noter, car je sais par expérience que nous n'avons pas tous l'habitude de la littérature égyptologique, ou quand bien même nous l'avons, nous prenons pour acquis les vocalisations qui sont proposées dans ce contexte, mais il ne faut pas oublier que ces vocalisations sont conventionnelles. C'est une manière simplement d'approcher
une réalité prononcée. Mais le vrai mot dans la vraie vie, naturellement, c'est Doubal, notamment en Songhai, comme je l'ai montré précédemment, qui désigne une ancienne pièce de 2 francs. OK? Et en Bambara, c'est Doubalen. Donc, on ne dit pas d'ébène, j'insiste, encore une fois, on ne dit pas d'ébène, c'est une convention entre égyptologues. Le mot existe au sein des langues soudanaises. Il se dit Doubal. Donc, la graphie que vous avez ici à l'image, je passe le détail car je ne ferai pas un exercice de lecture approfondi aujourd'hui. Donc, la graphie que vous avez ici à l'image se lit Doubal et non pas d'ébène. On peut le comprendre aisément puisque c'est la lettre N qui se réalise en L. La translittération conclut à la lettre N, ce qui s'entend puisque le signe en question représente bien évidemment, je parle ici du signe qui représente un filet d'eau, pour ceux qui ont une connaissance même sommaire des signes hiéroglyphiques, eh bien, il représente la lettre N, mais sachez que la lettre N et la lettre L sont interchangeables. Il y a un phénomène de mutation phonétique. Donc, on comprend dans ce contexte-ci que, bien sûr, le mot est Doubal, notamment en Songhai, que les égyptologues lisent d'ébène. Il fallait arriver également à cette seconde conclusion. Maintenant, nous allons analyser la graphie dans le détail pour voir, naturellement, si nous prenons des libertés avec la méthodologie. Car, comme je l'ai dit, il n'est pas question aujourd'hui de nous croire, naturellement, sur parole, mais d'exercer sa propre intelligence pour saisir en quelque sorte le détail de ce qui peut a priori paraître complexe. Quand au fond, naturellement, vous le verrez, ce n'est pas aussi complexe que cela, ceci à la condition qu'on prenne la peine de se donner le temps, disons, de travailler à ces questions. Voilà. Donc, lorsqu'on approche donc cette graphie, on observe plusieurs signes, vous le voyez à l'image, notamment ce signe que j'encercle ici, que nous appelons dans le cadre de l'approche analytique, que nous avons baptisé la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle le signe directeur dans ce contexte-ci. Okay? Il s'agit de ce qu'on appelle le signe directeur. Qu'est-ce que c'est que le signe directeur? Le signe directeur, c'est le signe qui à lui seul suffit pour lire une graphie. Ici, à l'occurrence, il s'agit de ce signe qui est classé, d'après la nomenclature proposée par Alan Gardiner, il est classé F46. OK? Donc, ce signe, nous connaissons sa signification en contexte. C'est une sorte de corde plusieurs fois enroulée. Sa signification est doublée, notamment une quantité. C'est sa signification. C'est ce qu'il signifie dans le contexte égyptien. Donc, lorsque le scribe produit ce signe, il sait que la signification de ce signe, c'est doubler notamment une quantité. D'accord? Et on comprend que ce signe correspond notamment au Wolof, Doubal, qui signifie double. D'accord? Je donne un exemple. En Wolof, c'est une phrase Limumame Doubal Bila. Ce qu'il m'a donné, c'est le double. Et vous observerez qu'il s'agit ici d'un homophone du Songhai Doubal qui désigne une ancienne pièce de 2 francs. Voici pourquoi Aurapollon insiste sur le fait que pour représenter 2 drachmes, donc le doublon, le double si vous voulez, j'insiste, parce que c'est de cela qu'il s'agit, les anciens Égyptiens représentent un vautour qui se dit bien sûr au sein des langues soudanaises Douba. C'est son nom qui est ici mise en contexte. Donc, c'est par un système d'homophonie que cette règle enregistrée par Aurapollon au 5e siècle, qui est relativement tardif d'ailleurs, regardez l'histoire égyptienne, bien sûr, eh bien, c'est sur cette base que Aurapollon peut donc établir ce rapport qui était déjà vrai, naturellement dans le contexte des anciens Égyptiens, qui étaient, comme vous le savez, des Soudanais. Donc, la signification de ce signe, c'est doubler, notamment une quantité. Le Wolof dira Doubal, double. Limumame Doubal Bila, ce qu'il m'a donné, c'est le double. Le mot Doubalen, Songhai Doubal, somme de 2 francs, est passé dans les langues grecques. Le mot Doubalen, Songhai Doubal, ici ce sont quelques remarques que j'établis. Donc le mot Doubalen en Bambara, qui est en Songhai Doubal, qui désigne la somme de 2 francs, est passé dans la langue grecque sous la forme diobolon pour signifier double obol. En arabe, doubaloun pour signifier pistole. Qu'est-ce que c'est qu'une pistole? C'est une pièce d'or émise en Italie et en Espagne à partir du XVIe siècle. Dans l'espagnol également,
doblon, c'est-à-dire doublon, comme désignation de l'écu d'or espagnol, et dans le russe, rouble, qui, comme vous le savez, désigne la monnaie de l'État russe, la Fédération de Russie, et qui complète cette série, car ici, bien sûr, c'est le D qui s'est réalisé en R. Doblon devient rouble. Ce n'est qu'une règle usuelle de correspondance. Donc, ceci est fondamental, car vous verrez à cette première conclusion que tout ce vocabulaire qui traverse l'Europe occidentale et se rend jusqu'en Russie provient des langues soudanaises, notamment à partir de la graphie qui est lue d'ébène par les égyptologues et qui correspond notamment au songhai Doubal, somme de 2 francs, qui va donc devenir l'arabe Doubaloun pour désigner la pistole, et ensuite, bien sûr, le rouble qui complète donc cette correspondance. J'imagine que c'est là encore des choses qui sont parfaitement ignorées de nos jours, car on n'a pas toujours la présence, on n'a pas toujours présent à l'esprit ces éléments d'histoire, ces éléments chronologiques qui permettent de restituer dans leur contexte en fait des mots qui sont aujourd'hui employés pour désigner un certain nombre de monnaies notamment. L'origine est soudanaise et fixée par cette graphie, la graphie égyptienne, lue d'ébène par les égyptologues, en fait, qui correspond, je l'ai dit, donc au songhai Doubal, somme de 2 francs. Voilà. Bon, naturellement, nous allons maintenant aller dans quelques détails pour préciser le fait. Le débène, c'est-à-dire le Doubal, on pourra dire Doubal maintenant, puisque c'est sa vraie prononciation, car débène, je l'ai dit, c'est une convention, est subdivisé en 12 senyus ou chat. Ce sont des termes utilisés par les égyptologues pour rendre compte d'une certaine réalité, du point de vue de la lexicographie des anciens Égyptiens. Je vais y revenir. Donc, pour l'instant, je le dis parce que c'est une manière pour moi d'introduire des mots que vous allez rencontrer dans la littérature égyptologique, avec l'idée que vous saurez donc de quoi je parle lorsque j'emploie ces termes, mais ne perdez pas de vue qu'il s'agit naturellement ici de conventions. Donc, ce ne sont pas des vrais mots utilisés dans la langue. J'insiste encore une fois parce que ceci est souvent l'occasion pour certains d'utiliser ces mots comme s'ils étaient des mots prononcés tels quels par les anciens Égyptiens. On verra naturellement que ce n'est évidemment pas le cas. Donc, le débène ou Doubal est subdivisé en 12 senyus ou chat. On dit également chati, je l'ai dit. Le mot senyu et le senyu et le chat désignent le même objet monétaire et ont une même valeur liée à l'or. Vous devez savoir que quand on dit senyu ou chat ou chati, c'est la même chose. C'est le même concept, c'est le même objet monétaire. Ce sont 2 mots qui désignent la même chose. Ceci est une précision que j'apporte pour que vous n'ayez pas l'impression qu'il s'agit de choses différentes. Non. Okay? Donc, le senyu, disons ceci comme ça pour l'instant, et le chat ou chati désignent le même objet monétaire et ces 2 objets monétaires ont une même valeur liée. Alors, un chat ou senyu équivaut à 7,5 grammes d'or. Je l'ai dit déjà en introduction. Et je présente donc ensuite les graphies, c'est-à-dire ces mots tels qu'ils sont rendus dans le système hiéroglyphique, dans l'écriture sacrée des anciens Soudanais. Donc, vous avez ici, à gauche, le terme qui est lu chati ou chat par les anciens, par les égyptologues, pardon. Et je rappelle que c'est une convention qui procède d'une translittération. Et vous avez à droite le terme qui est lu senyu par les égyptologues. Dans le premier cas, on dira donc comme traduction chati. Dans le second cas, la traduction est anneau ou poids. Et je rappelle que ce chati, entre guillemets, ou ce senyu, entre guillemets, désigne le même objet monétaire. Ceci est fondamental. Et ces 2 objets monétaires ont la même valeur qui est liée à l'or, c'est-à-dire 7,5 grammes d'or. Okay? Et je présente les graphies pour que vous sachiez que ce sont des mots qui existent dans le système hiéroglyphique et vous le verrez qu'ils persistent également aussi au sein des langues soudanaises actuelles, ce qui montre encore, si tant est, il faut insister là-dessus, bien sûr, la filiation permanente qui existe entre l'Égypte pharaonique et les peuples qui vivent actuellement en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara. Voilà. Alors,
nous allons une fois de plus solliciter la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma, pour insister sur un objet symbolique, c'est-à-dire un signe qui paraît de manière énigmatique dans ces deux mots. D'accord? Donc, d'une part, vous avez le mot chati, ici à gauche. D'autre part, à droite, vous avez le mot senyu, qui signifie dans ce contexte anneau ou poids. Et pour le chati, on dira chati pour l'instant, parce que les égyptologues ne l'ont pas traduit. On n'a pas traduit ce mot. On verra bien sûr de quoi il s'agit naturellement. Donc, naturellement, dans ce contexte-ci, le signe en question peut être saisi comme signe directeur. D'accord? Le signe en contexte peut être saisi comme signe directeur. J'ai rappelé ce que c'est qu'un signe directeur. Un signe directeur, c'est un signe qui à lui seul suffit pour lire une graphie. D'accord? Bon, donc avec l'idée que nous devons absolument identifier cet objet parce que c'est à partir du nom qu'il porte que nous saurons de quoi il s'agit. C'est le procédé par lequel le scribe s'autorise de telles écritures. D'accord? C'est par le nom de cet objet que nous saurons exactement de quoi il s'agit. D'accord? C'est aussi pour lequel nous pouvons considérer cet objet dans ce contexte, bien évidemment, comme étant le signe directeur. Voilà. Donc, et on observe qu'il est bien évidemment signe directeur avec une variante du terme qui est lu chati par les égyptologues. On trouve ici une variante parce que quelquefois le scribe peut simplifier la graphie. Il se sert simplement du signe en question. Donc, c'est un signe qui est classé S20 d'après la nomenclature d'Alan Gardiner. Et on voit bien dans ce contexte que ce signe à lui seul suffit pour lire chati, entre guillemets. D'accord? Ça montre que connaître l'objet représenté eh bien, permet évidemment d'entrer en intelligence avec la notion décrite par ce terme chati. D'accord? Bon, c'est l'exercice que nous réalisons ici. Puisque cet exercice est populaire, je ne souhaite pas aller dans trop de détails, car ce n'est pas nécessaire pour la bonne compréhension. Le travail d'un scribe, comme on peut le faire dans le cadre de l'école des scribes, est naturellement beaucoup plus approfondi, mais on se limitera à ces quelques détails, disons, ces premières évidences pour arriver à des conclusions qui sont déjà, de mon point de vue, relativement intéressantes, ce qui concerne la question de la monnaie, notamment dans l'Antiquité négro-africaine. Voilà. Donc, pour savoir ce que c'est que cet objet, on le trouve en contexte. Ici, je peux citer quelques exemples. Il y a ici une graphie qui est translittérée, quelque chose comme sadou, on peut le lire de cette façon, c'est de cette façon que les égyptologues pourront lire ce mot, mais en fait, le sens est so ou anneau. D'accord. Pourquoi j'introduis donc cet exemple? C'est pour identifier le signe en question, puisque je vous ai dit en introduction que identifier le signe permet en fait de solliciter le vocabulaire auquel se rapportent ces notions de senyu ou chati. C'est l'objet de notre analyse, sachant bien évidemment que ce sont des notions ou des objets monétaires qui soutiennent ce qu'on appelle doubal, c'est-à-dire d'ébène, si on veut utiliser une terminologie égyptologique. D'accord? Donc, on voit dans ce contexte que cet objet-ci a le sens de so ou anneau, avec l'exemple qui est ici à droite. D'accord? Bon. Je prends un autre exemple. C'est une graphie qui est translittérée retem, quelque chose de ce genre, qui signifie sceller ou apposer un sceau. D'accord? Ici, le signe est en position de déterminatif. Ça veut dire que ce signe a le sens de sceller ou de apposer un sceau. C'est son sens, puisqu'il est ici en position de déterminatif. D'accord? Bon. Donc, nous avons une chance, c'est que nous connaissons les solutions en contexte de ce signe. J'en cite quelques-unes qui sont apportées par Werner Wichil dans son dictionnaire étymologique de la langue copte, paru en 1983, où il rappelle que cette graphie translittérée retem correspond en réalité au gaze hatama, qui signifie sceau, au tigré. Naturellement, ce sont des langues éthiopiques, je pense que vous le savez, sinon naturellement vous l'apprendrez. Le gaze hatama, qui signifie sceau, le tigré hatma, qui signifie sceau, le tigrénia hatama, qui signifie sceau, passé également dans l'arabe, hatam, scellé ou cacheté, l'hébreu, hatam, scellé, ou le gourage, hatama, qui signifie sceau. Naturellement, le mot existe au sein des langues subsahariennes. Je peux citer le soninké, cela suffira. Hatoumé, qui signifie sceau et broderie. D'accord? Naturellement, puisque un sceau peut être associé à un écusson qui, cette fois, est brodé. D'où l'idée de broderie. Ceci a son importance, mais je n'irai pas dans le détail aujourd'hui. Et ce mot existe également en copte. C'est à cela qu'on comprend à quoi se rapporte cet objet qui est ici en position de déterminatif.
Le copte dit katema. C'est ce qui est écrit ici. Translitéré khatem ou quelque chose de ce genre. Donc, quand le Géz dira Hatama, eh bien, le copte, qui, comme vous le savez, est le stade final, enfin, réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens, le copte dira Katema pour signifier chaîne, chenette ou médaillon. Avec l'idée de médaillon, l'idée de médaillon se rattache à la notion ou à l'idée d'écusson, c'est-à-dire à la broderie, c'est-à-dire au seau, etc. Nous sommes ici dans la même ère, la même pensée d'une certaine façon. Je crois que ceci ne pose aucune difficulté particulière. Et bien sûr, le mot est passé dans le grec katema, qui signifie collier. On comprend le lien entre la chaîne et le collier. Et c'est sur cette base, on peut se limiter à ce que dit le copte pour comprendre à quoi se rapporte en réalité donc ce fameux déterminatif qui a le sens générique de sceller, apposer un sceau, etc. Le copte dira donc katema, chaîne, chaînette, médaillon, et passé dans le grec katema pour signifier collier. Voilà. Donc, voici pour les solutions attestées de cette graphie. Et je rappelle naturellement qu'en contexte, vous verrez généralement l'or, puisque nous sommes ici dans le registre de la monnaie. Les lingots d'or sont généralement associés à un sceau pour en rappeler le propriétaire ou l'émetteur d'une certaine façon. Il y a là toute une tradition que nous n'avons pas le temps de questionner dans le détail, mais je voulais quand même attirer votre attention sur ces éléments qui participent de l'intelligence du Soudan vis-à-vis de ces questions liées notamment à la monnaie. Ceci est fondamental. Bon, voilà. Donc, ce que les égyptologues appellent chati ou seignou n'est autre que cet objet, ici en situation maintenant, une scène iconographique égyptienne. Ce sont ces anneaux qui servent ici à la pesée, un certain nombre de marchandises éventuellement. Ce sont ces anneaux que ces deux graphies, l'une translittérée chati, l'autre seignou, désignent. Ce sont ces anneaux en or. D'accord? Je porte votre attention spécifique là-dessus parce que vous verrez le lien, bien sûr, avec ce que j'ai pu dire auparavant. Donc, je dis, et c'est bien important de l'entendre, qu'ici, nous avons une scène authentique, d'accord, qui provient de la vallée du Nil. C'est un ancien Égyptien qui est en train de procéder à la pesée d'un certain nombre de l'or. Enfin, ici, en l'occurrence, il est en train de peser les fameux chati parce que du côté où il se tient, on reconnaît des poids qui ont des formes animales. Généralement, ici, en l'occurrence, on peut imaginer qu'il s'agit d'un veau, d'une vache sur la scène en question. Et ce sont des scènes récurrentes en Égypte antique. Okay? Donc, il est en train ici d'évaluer le poids de ce qui est appelé chati ou seignou. Qu'il s'agisse du terme chati ou seignou, sachez que ces deux termes désignent les anneaux. On le sait d'après l'idée collier, chaîne, chaînette, seau, etc. Je ne vais pas y revenir nécessairement, mais on le sait d'après la signification de ce fameux déterminatif qui rentre dans la désignation des fameux chati, etc., seignou. D'accord? J'espère que vous parvenez à suivre le lien, car ceci permet naturellement de mieux apprécier ce que je suis en train de tenter d'éclairer. Voilà. Et en contexte, nous avons donc cette scène où nous voyons une délégation de Nubiens qui portent tribut au pharaon d'Égypte. D'accord? Et vous verrez donc deux personnages de cette scène qui tiennent sur des plateaux ces fameux chati, entre guillemets, ou seignou, entre guillemets, qui sont des anneaux d'or. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle des chati, ou lorsqu'on parle des seignou, car c'est la même chose, je vous ai dit, c'est le même objet monétaire, il s'agit de ces fameux anneaux en or, portés ici en l'occurrence par des Nubiens, c'est-à-dire des Soudanais. Parce que quand on dit Nubiens, on peut imaginer que nous sommes dans une description qui n'a pas d'effectivité sur le terrain. Non, ce sont des Soudanais, au même titre que les anciens Égyptiens eux-mêmes, par ailleurs, okay, qui portent donc ces produits de leur terroir, d'une certaine façon, donc pharaon d'Égypte. Voilà. Maintenant, nous rentrons dans la vocalisation réelle des graphies en question. Donc, le terme seignou qui désigne donc ces fameux colliers que j'ai décrits à travers ces scènes qui nous proviennent donc des iconographies traditionnelles des anciens Égyptiens. Bien, ce terme-là, qui est censé donc être une vocalisation de la graphie que vous avez ici à l'image, existe au sein des langues soudanaises et par voie de conséquence, peut donc être prononcé correctement. D'accord?
Les langues Dogon disent invariablement Séné ou Sénou pour signifier chaîne, en parlant d'un collier ou une chaîne pour des pièges. C'est ce qui est représenté par le fameux signe qui nous intéresse depuis tout à l'heure, le signe qui est classé S20, cette sorte d'anneau, on va le dire de cette façon. C'est ce qu'il représente. Donc, chez les Dogons, on dit Sénou, chaîne, collier, piège. En Mandinka, qui est une langue, vous savez, mandingue, on dit Séni, chaîne, collier. En Pula, Sén, bracelet, chaîne. En Bambara, Séni, chaîne. Alors, ce sont des termes, je le dis d'entrée, vous le verrez, qu'on croit ordinairement issus du français chaîne, pour des motifs liés par ailleurs à la colonisation. Je crois que personne n'aura ici difficulté à comprendre pourquoi cette croyance peut persister dans l'esprit de certaines personnes. Mais nous allons voir si ceci est vrai ou pas. D'accord? À travers certains éléments que je vais exposer à votre sagacité pour que vous puissiez apprécier si oui ou non ces mots qui existent au sein des langues soudanaises, eh bien, si ces mots proviennent du français. On va le voir, on va le vérifier. Donc, j'ai dit, et il fallait le démontrer également, que le fameux terme Séniou, qui désigne ces anneaux d'or, correspond notamment au Dogon Sénou, pour dire chaîne, avec l'idée de collier. Un collier, c'est un anneau. Je pense que ceci ne pose aucune difficulté particulière. En Mandinka, c'est Séni. Alors, je donne ces quelques exemples. Il y en a d'autres, évidemment. Je me limite à ces quelques exemples qui sont assez représentatifs des langues soudanaises, car cela suffit pour l'exemple. Voici pour la vocalisation réelle du terme que les égyptologues lisent Séniou. C'est Sénou, notamment chez les Dogons. D'accord? Ça, c'est une première chose qu'il fallait démontrer. Ensuite, qu'en est-il du terme châti? Qu'en est-il du terme châti? J'ai introduit le fait avec une affirmation, ensuite je vais le démontrer, que le fameux terme châti se rapporte au collier de Kori en général et au Kori en particulier. J'ai introduit la chose de cette façon, ensuite je vais le démontrer, mais il s'agit toujours bien sûr de l'idée de collier, puisque le signe S20, je l'ai dit en l'occurrence, se rapporte à la notion de sceau, de collier, de chaîne, etc. Je pense l'avoir à suffisance rappelé. Eh bien, je dis que ce fameux terme châti se rapporte en général au collier de Kori et en particulier, on peut le vérifier à travers le vocabulaire des langues soudanaises. Le terme qui est lu châti par les égyptologues correspond notamment au Pula Sédé, qui désigne les Kori. Le singulier, c'est Sédéré. Sédé, en Pula ou Fufulde, si vous voulez, désigne les Kori. Le D se réalise en R. Voici pourquoi, en Béni Dogon, par exemple, on dira non plus CD, mais serré. Parce que parfois, on peut rouler sur le D qui se réalise à l'oreille en R. Donc, en Béni Dogon, on dit serré pour signifier Kori, mais également argent, devise. D'accord? Chez les Akans, on dit sédier. C'est ça qui est lu châti, j'insiste. La structure phonétique, vous le verrez, enfin, vous pouvez le constater, est la même. Chez les Akans du Ghana et de Côte d'Ivoire, on dit sédier pour désigner le Kori. Et bien sûr, en Tabi Dogon, on dit chérou pour signifier Kori, argent, devise. Donc, nous sommes ici dans un registre spécifique. Il n'est pas ici nécessaire d'insister sur le fait que, historiquement, il est attesté que le Kori a longtemps, pendant plusieurs millénaires même, on peut le dire, servi de monnaie d'échange en Afrique subsaharienne. Et c'est là une spécificité des traditions subsahariennes. Ce mot désigne par les temps récents l'argent tout court. Je vais donner quelques langues, notamment le Daba qui est parlé au Cameroun. Bon, c'est une langue réputée tchadique qui est parlée au Cameroun et au Nigeria. On dit Tchédé pour signifier argent. C'est ce mot qui est translittéré, châti. Je dis châti, c'est une convention égyptologique. Je le dis à suffisance parce que je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est un vrai mot. Non, c'est une convention. En Goudé, langue du Nigeria et du Cameroun, c'est Tcheda pour signifier argent. En Goudou, langue du Nigeria, c'est Tchédé pour signifier argent. En Mwandiou, langue du Nigeria, parlée notamment dans les États du Borno et de l'Adamawa, on dit Tchédi pour signifier argent. Et au Ghana, en général, on dit Sédi, qui est le nom que porte la monnaie nationale du Ghana. Et ce mot vient de l'Akan, précisément, Sédié, qui désigne le Kori. D'accord? Et c'est ce mot qui est ici écrit avec des signes hiéroglyphiques,
Ce qui est une manière de rappeler réellement la longue tradition des peuples subsahariens sur ces questions. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu orphelin de ces notions, parce qu'on nous impose une certaine facilité à travers, par exemple, ce qu'on appelle le franc CFA, pour ne parler que des pays prétendument, enfin, réputés francophones en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire Akama, comme nous l'appelons. Eh bien, il faut savoir que sur ces questions, nous avons une longue tradition. Il faut savoir la revendiquer. Ceci se fait naturellement à travers les humanités classiques africaines, notamment ici en l'occurrence des caractères sacrés égyptiens. Ce qui montre que ces anciens Égyptiens parlaient naturellement ces langues-ci. C'est encore l'occasion de le signifier, parce que ce n'est pas au sein des langues sémitiques ou ailleurs, je ne sais où, que vous allez trouver de telles correspondances. Ce n'est simplement pas possible, cela n'existe pas. D'accord? Bon. Donc, j'ai introduit le fait en rappelant que ce qui est appelé chati par les égyptologues, en fait, se dit notamment cédé. On comprend par la structure phonétique que c'est ce mot qui désigne les kauris, en Foufoulde et en Poulard. Et ce mot désigne également l'argent dans un nombre conséquent de langues subsahariennes. Ici, j'ai cité quelques exemples. Et finit par désigner la monnaie nationale du Ghana, le cedi. C'est ce qui est écrit ici, en écriture hiéroglyphique. D'accord? Et le mot cedi, vous devez le savoir, vient de l'akan cedi, qui désigne le kauri, par la tradition subsaharienne qui a consisté pendant des millénaires à transiger, enfin, à commercer avec l'appui du kauri, notamment. D'accord? Bon. Donc, je présente ici donc la monnaie du Ghana et une pièce qui rappelle d'ailleurs le kauri, qui est dans la tradition même de la désignation de cette monnaie, le cedi. Hein, cette pièce, les pièces du cedi représentent le kauri. Ça montre bien que les Ghanéens eux-mêmes, entre guillemets, sont bien conscients, c'est-à-dire ces Soudanais, sont bien conscients de cette tradition. Ce qu'il fallait démontrer, c'est qu'elle ne date pas des prétendues indépendances. Non, évidemment. Puisque nous avons ici l'écriture hiéroglyphique qui témoigne de cette manière de dire l'argent, la monnaie. D'accord? Et le kauri, c'est un objet bien concret que chacun connaît. Et nous connaissons tous la valeur symbolique des kauris au sein des traditions subsahariennes. Donc voici pour la réalité maintenant, si on peut dire la réalité concrète, hein, c'est une forme de tautologie, mais enfin, c'est pour insister sur le fait que nous ne sommes pas ici dans des supputations insensées et qu'il y a là un sens qu'il faut savoir revendiquer. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, et ceci est un rappel, parce que j'ai laissé cette question en suspens. J'ai signifié que le terme qui est lu Senu par les égyptologues, et dont voici la graphie, correspond notamment au Dogon Senu, chaîne collier, Mandinka Cheni, chaîne collier, au Poulard Sen, bracelet, chaîne, Bambara Seni, chaîne, etc. Et la question était de savoir si ce mot provient du français. Pour régler cette question, nous présentons cet acétate, cette simple acétate qui va résoudre ce problème. Vous devez savoir qu'en égyptien pharaonique, pour signifier l'or, les anciens égyptiens représentent un collier. C'est ce que vous avez ici à l'image, c'est un collier. Les deux j'allais dire bandes qui pendent sur les côtés, c'est ce qui est rattaché au niveau de la nuque. C'est un collier. Vous avez les références dans les dictionnaires égyptologiques, vous sauriez, je l'espère, faire des vérifications pour attester des propos que je tiens sans insister sur les détails, car chacun peut vérifier ce que je dis. D'accord? Donc, je reprends ceci. Vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Pour signifier l'or, qui est la base sur laquelle s'établit notamment le chati, entre guillemets, le senu. J'utilise cette terminologie pour me faire comprendre, car nous sommes dans une période de transition. On pourra ensuite s'en émanciper, naturellement, mais puisque j'ai commencé avec des termes qui proviennent de l'égyptologie et que les ouvrages de référence les énoncés sont faits dans ce sens-là, bien, pour l'instant, nous pouvons le dire de cette façon pour simplement le bénéfice pédagogique de la démarche méthodologique. Voilà. Donc, je dis qu'en égyptien pharaonique, pour signifier l'or, les anciens égyptiens représentent ce signe que vous avez à l'image. C'est le nom de l'or, c'est Translitéré Nebu. Nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais c'est le nom de l'or et cet objet représente un collier, une chaîne, etc., un bracelet. C'est un peu la même chose, mais ici, en l'occurrence, il s'agit bien évidemment d'un collier. Je rappelle, si vous avez perdu ceci de vue, que Senu comme Chati, ce sont des
des anneaux d'or, c'est-à-dire des colliers, des bracelets. Ce sont des anneaux, hein, portés notamment par ces Nubiens qui apportent tribut au pharaon et également pesés par ces anciens Égyptiens, comme je l'ai montré tout à l'heure sur une fresque murale qui provient de la vallée du Nil. OK? Bon. Il se trouve que l'or s'appelle comme la chaîne dans les langues subsahariennes et c'est en cela qu'on sait que ce mot ne vient pas du français chaîne, que c'est l'inverse qui est vrai. Vous pourrez ensuite faire l'étymologie du mot français chaîne, mais quoi qu'on dise, je peux vous affirmer aujourd'hui que c'est l'inverse qui est vrai en passant possiblement par le latin, etc. Mais cet emprunt s'est fait dans le sens inverse parce qu'en égyptien pharaonique, pour signifier l'or, on dessine une chaîne. Un collier, pardon. Je ne vais plus revenir sur ces éléments car je crois à suffisance avoir insisté là-dessus. Je présente simplement le vocabulaire. En bambara, on dit seni pour signifier chaîne, sanou pour désigner l'or. Chez les Dogons, senou pour signifier chaîne. En malinké, c'est sanin ou senin pour signifier or. En poulard, chaîne, collier. En minyanka, c'est sani, c'est l'or. En djam, c'est Dogon, sen. Chez la chaîne, en maoka, c'est-à-dire le malinké parlé en Côte d'Ivoire, c'est sen, c'est l'or, c'est le même mot. J'espère que vous saurez en attester. Et ceci montre que ce n'est pas un emprunt, que c'est bien conscient du fait de cette relation déjà pertinente en Égypte pharaonique, car évidemment, les anciens Égyptiens ne parlaient pas la langue française. Je pense que c'est comme bon, de dire suffit, parce que il pourrait y encore avoir parmi nous des personnes qui s'imaginent que c'était le cas. Voilà. Parce qu'à ce jeu, vraiment, on ne sort jamais tout à fait de l'obscurité. Donc, je dis que c'est bien clairement établi. Ce que je dis, c'est que la preuve que le nom du collier, parce que en poulard, c'est également le nom du collier. Et le collier, c'est ce qui est représenté pour signifier l'or en Égypte. Cette relation est pertinente. Pourquoi? Parce que on use d'homophonie. Les anciens Égyptiens, tout comme les Soudanais actuels, qui sont leurs descendants, savaient pertinemment que pour signifier l'or et pour signifier le collier ou la chaîne, c'est le même mot. Voici pourquoi ils dessinent un collier pour désigner l'or. J'espère que cette relation est pertinente et suffit pour illustrer le fait que ce mot ne peut pas provenir de la langue française. D'accord? Donc, il ne faut pas faire une histoire à rebours, il faut savoir mettre les choses en ordre pour avoir une certaine prétention ensuite, pour prétendre à certaines conclusions ensuite, d'une certaine façon. Voilà. Donc, et naturellement, ce signe n'est pas que collier. Avec le collier viennent des perles. C'est ce qui est ici représenté également à l'image. Vous voyez sur ce signe hiéroglyphique, on voit bien illustré ce qu'on peut appeler les perles. Ça peut également être des coris par ailleurs, mais on dira des perles en général, puisque le cori c'est un mollusque. Les perles en général procèdent de la même origine. Donc, perle, cori, tout ceci, c'est la même chose. Et vous verrez qu'en soninké, par exemple, on dit khanié pour signifier perle. Mais c'est également le nom de l'or, encore une fois, au sein des langues soudanaises. Chez les Dogons, Tomboso Dogon, Kanye, c'est l'or. En Poulard, Kanye, c'est l'or. En Kakabe Dogon, langue de Guinée, mandingue de Guinée, Kanye, c'est l'or. En soninké, Kanye, c'est l'or. Donc, en soninké, on dit Kanye, perle, Kanye, l'or. Ce sont des homophones. C'est ce qui permet aux scribes égyptiens d'élever ce signe comme symbole de l'or. Parce qu'il n'y a pas mieux pour illustrer l'idée or dans ce contexte, puisqu'il y a une règle d'homophonie qui est permanente entre le collier ou les perles, le collier ou la perle et l'or. Ceci n'est vrai que dans le Soudan. J'insiste par ailleurs sur ce fait, parce que souvent, on a eu certaines prétentions qui statuaient sur une éventuelle origine sémitique des anciens Égyptiens. Je crois que de tels éléments permettent de s'émanciper de ce discours qui, de toute façon, a fini d'exister. Quand on est sérieux, tout au moins, on peut toujours continuer de faire un discours, une sorte de courir un peu comme un poulet sans tête. Mais ceux qui savent suivre cela, je crois qu'on pourra dire avec justice que cela, c'est encore leur préoccupation. Il y a longtemps que ce que nous disons sur ces questions sont suffisamment connus. Voilà. On ne va pas insister encore à chaque occasion sur l'impossibilité d'une origine sémitique des anciens Égyptiens. On va pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Ces quelques éléments que nous exposons ici suffisent pour appuyer, soutenir cette perspective énoncée à l'origine, enfin, disons, de manière éloquente par le professeur Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, maintenant, il est question de savoir, parce que les mots que je prononce n'ont pas de rapport apparent avec la racine Nebou, qui est la translittération de ce signe dans le système hiéroglyphique. Ce signe qui est, comme vous constatez, ce qu'on appelle un trilitère, c'est-à-dire il fait appel à trois
3 consonnes. Ce mot correspond au copte Noob, qui désigne l'or en copte. Le copte qui, comme je l'indique encore une fois, est une langue aujourd'hui morte, mais réputée être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Le copte apparaît autour du IIIe siècle de l'ère chrétienne, donc relativement récent également. Donc, il est question de comprendre pourquoi on dit Noob dans ce contexte-ci, quand on voit qu'il s'agit d'un collier et que nous savons qu'au Soudan, les mots du collier sont aussi ceux de l'or. Hein, c'est une question, il faut savoir y apporter quelques réponses. La réponse, la voici. Je commencerai par les langues soudanaises à proprement parler, en ajoutant à ce que vous avez déjà en connaissance, c'est-à-dire le nom de la chaîne, le nom de l'or, le nom des perles, etc., le nom de l'or. Une homophonie pertinente qui va nous permettre d'expliquer pourquoi le copte dit Noob pour signifier l'or. Donc en Bambara, on dit Tchenya, Tchenyi ou Tchenyi pour signifier être beau, rendre beau, beauté. D'accord? C'est un homophone de Seni pour signifier la chaîne. J'espère que vous le constatez. En malinké, on peut également dire Tchenyi, on dit également Kenyé ou Kenyi pour signifier être beau, rendre beau. C'est un homophone de Kanyé pour signifier l'or, de Khanyé pour signifier perle. On peut par ailleurs ici, naturellement, envisager toute une tradition liée à la notion de beauté relativement aux bijoux, un ensemble de faits. Mais on n'aura pas le temps de s'appesantir sur ces questions, quoique il y a là un intérêt de recherche évident. D'accord? Mais on ne peut pas, naturellement, dans un contexte comme celui-ci, tout faire. Mais ici, j'énonce des pistes pour ceux qui ont un intérêt particulier sur ces questions. Pour ces questions, eh bien, ils pourront poursuivre dans ce sens. Mais j'annonce comme ça des pistes de recherche, tout simplement. Donc, je dis que pour expliquer pourquoi le copte dit Noob, il faut commencer par saisir cette homophonie au sein des langues soudanaises. Entre le nom de la chaîne, le nom de l'or, le nom des perles, le nom de l'or et les mots Tchenya, être beau, Kenyi, Kenyi, etc. Être beau, rendre beau. Maintenant, si on bascule du côté des langues prétendument bantou, on observe donc la forme qui apporte le Noob du copte pour signifier l'or. En Ewondo, langue du Sud Cameroun, on va dire Nieb, beau, parfait. Je rappelle que c'est dans l'énoncé de la beauté, etc., rappelé par les mots Kenyi, etc., des langues soudanaises. En Komo, c'est Niébé, bien, beau, parfait. En Douala, langue du Cameroun également, on dit Niébé, être bien, parfait. Donc, c'est la notion de perfection associée à l'or, car l'or a une proximité manifeste, du point de vue même symbolique, avec la notion de perfection. Je n'aurais pas nécessité d'insister là-dessus aujourd'hui, si ça s'agit simplement de l'énoncer. Pour ceux qui ont quelques questions qui subsistent à la suite de cet énoncé, je vous invite à lire quelques textes, même égyptologiques, sur le symbolisme de l'or, rattaché notamment à la notion des divinités en égyptien pharaonique, pour comprendre pourquoi cette association est permanente. Donc, ce sont ces mots-ci, notamment Léondo Nieb, que le copte transforme en Noob. Vous devez le savoir, c'est ce qu'on appelle une mutation phonétique, c'est tout. Donc, quand les langues subsahariennes disent perfection, beauté, le copte dit or. Donc, il est déjà dans l'objet, mais cet objet transporte, est rattaché à une symbolique. Et cette symbolique, c'est la perfection. Voici pourquoi, dans les langues soudanaises, ce sont les mêmes mots pour signifier beauté, perfection, être beau, rendre beau, et l'or. Sanous, etc., etc. Voilà, je passe les détails, je l'ai dit à suffisance. Et vous voyez que nous avons affaire ici à ce qu'on appelle en fait un cryptotype culturel. Qu'il s'agisse des langues réputées soudanaises ou des langues réputées bantoues, qui, dans notre intelligence, constituent un même bassin de langues, puisqu'on parle ici Niger-Congo, de l'axe Niger-Congo, des langues Niger-Congo. En fait, c'est un même bassin de langues, mais la linguistique a pris l'habitude parfois de dissocier ces deux espaces, alors qu'en réalité, c'est la même pensée symbolique. Ce sont les mêmes peuples en réalité. C'est la finalité à laquelle on parvient lorsqu'on analyse ces questions d'un point de vue, j'allais dire, chronologique ou historique. Voilà. Donc, il fallait l'expliquer, ceci aussi. Il fallait expliquer pourquoi le copte dit Noob. C'est la notion de perfection. Notamment à travers ces quelques mots. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ceci suffit pour illustrer le propos qui rattache donc la notion ou l'idée or au registre de la perfection. OK? Bon. En égyptien pharaonique, il y a une manière d'exprimer la beauté et la perfection. C'est une graphie, vous l'avez ici à l'image, qui est translittérée Néfer. C'est une lecture conventionnelle. Je vais le dire encore une fois, je l'ai dit souvent aujourd'hui, je le redis encore parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude du corpus.
Voilà. Mais j'insiste pour rappeler qu'en égyptien pharaonique, pour signifier la beauté, la perfection, on produit une graphie. Cette graphie est translittérée par les égyptologues Néfer. Okay? Et ici, à droite, je présente une pièce, une monnaie d'or du pharaon Nectanebo qui règne autour de 350 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire relativement tardivement, au regard de l'histoire pharaonique, l'histoire égyptienne, où on trouve représenté ce signe, on dira Néfer entre guillemets, associé au symbole de l'or, qui est donc ce fameux collier. Ce qui montre bien, d'un point de vue symbolique déjà, l'association qui a été faite par les anciens Égyptiens entre l'idée perfection et l'or. D'accord? Je pense que cet artefact suffit seul à en témoigner. Mais il fallait également que je sache l'exposer pour que chacun en ait des idées claires. Je pourrais dire même des idées pures. Alors, ce n'est pas toujours que on est au courant de tout ceci. Donc, je dis, pourquoi je questionne la notion de beauté et de perfection? Parce que je me rends compte, je l'ai montré à travers les analyses, que les mots du collier, les mots de l'or, les mots de la perfection sont liés du point de vue de la symbolique. C'est pourquoi ces éléments divers et variés interviennent pour signifier en général l'or, si ce n'est la monnaie, parce que l'or et la monnaie, c'est la même chose fondamentalement. Je crois que je ne vous apprends rien de ce point de vue-là. D'accord? Donc, en égyptien pharaonique, il existe cette graphie, elle est lue Néfer, qui signifie beau, parfait. Et on le trouve en contexte associé donc à une monnaie égyptienne frappée en Égypte, hein, je le dis, parce que vous devez comprendre que la question de la monnaie n'est pas tout à fait récente. Hein. Ça, c'est un artefact bien réel. C'est une monnaie d'or égyptienne qui a été frappée sous un pharaon, qui a pour nom, dit-on, Nectanebo II, qui a régné autour de 350 avant l'ère chrétienne. Bon. Pour saisir le sens de ce symbole Néfer que vous avez ici, enfin, je dis Néfer, je mettrai des guillemets, tout au moins cette graphie, je sollicite un thème, c'est le nom d'une ville importante, ancienne capitale pharaonique, aujourd'hui donc, bon, enfin, appelée Memphis dans la littérature égyptologique, dont la valeur translittérée est Men-Néfer. Si vous observez le nom de cette ville, ici il y a plusieurs variantes du même nom, hein, sachez que il y en a ici 6, mais c'est le même mot écrit différemment, hein, c'est le nom de la même ville. Généralement lu donc, par la translittération Men-Néfer et lu Memphis. Ensuite, dans les textes égyptologiques. Mais on voit bien, on observe bien le cadre, si vous voulez, tout au moins le thème Néfer, bien sûr, qui apparaît de manière évidente dans la fameuse graphie. Bon. Pourquoi je vous parle de Memphis? C'est parce que Plutarque, dans le traité d'Isios et Osiris, nous donne la signification du nom de cette ville. Plutarque dit ceci. En effet, c'est à Abydos, c'est-à-dire Abydos, qu'on enterre les plus riches et les plus puissants d'entre les Égyptiens, qui tous ambitionnent d'avoir un sépulcre commun avec Osiris, puisque Osiris, vous le savez, avait un temple magnifique dans cette ville qu'on appelle Abydos. Encore, d'ailleurs, on peut encore le visiter aujourd'hui. En effet, c'est à Abydos qu'on enterre les plus riches et les plus puissants d'entre les Égyptiens, qui tous ambitionnent d'avoir un sépulcre commun avec Osiris. Et l'on entretient à Memphis le bœuf Apis, qu'on regarde comme l'image de ce dieu et qui, à ce titre, doit être au même endroit que son corps, c'est-à-dire à Memphis. Puisqu'on prétend également qu'à Memphis, il y avait là le tombeau d'Osiris. D'autres prétendent, poursuit donc Plutarque, d'autres prétendent que le nom de cette ville signifie le port des biens, que le véritable tombeau d'Osiris est dans une île que le Nil forme auprès de Philès, c'est-à-dire Philae, qui est une île de Haute-Égypte. Et l'île dont il est question, ici évoquée par Plutarque, c'est une île qui porte aujourd'hui le nom de Bigé, en Haute-Égypte, du côté de la Nubie. D'accord? Donc, Plutarque nous dit que le nom de cette ville, Memphis, puisqu'il est question de cette ville, signifie le port des biens. C'est ce qu'il dit. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans les langues soudanaises, la structure conventionnellement lue Néfer correspond au mot des biens dans les langues soudanaises. Le djoula, que chacun connaît, parlant en Côte d'Ivoire notamment, Burkina Faso, Naforo, c'est bien, richesse. D'accord? À Bambara, Nafolo, bien, richesse. Dialonke, Nafulu, bien,
Mauka, Nafo, fortune, richesse, bien. Minyanka, Nafu, richesse, bien. Susu, Nafuli, monnaie. Et le dictionnaire Mandingue de Delafosse donc enregistre Naforo, Nafolo, Nafuru, Nafulu, bien aliénable, bien acquis par le travail, le commerce appartenant en propre à son possesseur, troupeau, marchandises, argent, richesse. Donc, ce que vous devez savoir, lorsque Plutarque dit que Memphis signifie le port des biens, entendez le port des marchandises, car Memphis était un port, évidemment, hein, sur le Nil. D'accord? Vous devez entendre le port des marchandises avec l'idée de bien. C'est ce qui est reproduit ici avec les mots naforo. Voici pourquoi on sait que, en contexte, ce mot peut signifier beauté et perfection, on peut l'entendre, mais dans le contexte soudanais, il prend le sens, parce que c'est un thème polysémique, hein, qui a plusieurs sens. D'après la note de Plutarque, on sait qu'il signifie bien. Et on le vérifie avec les langues soudanaises, ce qui montre encore une fois, évidemment, que ces Soudanais, évidemment, ce sont eux, les anciens Égyptiens. Je crois que la règle est évidente. Hein. On ne va pas le dire à chaque occasion, mais il est souvent bon de le rappeler. C'est seulement la mémoire qu'il nous est nécessaire de retrouver. Donc, en Soussou Nafoli, c'est la monnaie, le motif pour lequel vous avez donc cette monnaie qui est frappée en Égypte et qui représente donc ce fameux symbole attaché à l'or. OK? Qui est donc le symbole de la richesse. Je pense que ceci, chacun peut le comprendre. Il existe une curiosité sur cette pièce que j'ai présentée, dont je n'ai présenté que l'une des faces. Sur l'autre face de cette fameuse pièce qui date de 350, dirons-nous à peu près avant l'ère chrétienne, les anciens Égyptiens ont représenté ou ont frappé un cheval en train de courir. C'est ce que vous voyez là, ici, à droite. Donc à gauche, vous avez le symbole Naforo, qui signifie le bien, la richesse, rattaché au symbole de l'or. Okay? Et ceci, c'est pour la gauche. Et à droite, vous avez donc l'une des faces de cette pièce où on a donc représenté un cheval en train de courir. Je vais donc expliquer ce fameux symbolisme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens de ce symbolisme s'explique avec le bambara ou bolifen, qui signifie littéralement chose qui court. Boli, c'est courir en bambara, fen, c'est la chose. Et qui désigne donc le cheval, parce qu'en bambara, bolifen, c'est le nom qu'on donne au cheval. Okay? Donc le sens de ce symbolisme s'explique avec le bambara bolifen, chose qui court, qui désigne le cheval, et qui est un homophone en bambara de bolofen, qui signifie bien, richesse, et qui est donc bolofen est un synonyme en bambara même de nafolo, qui a le même sens, bien, richesse. Voici pourquoi il représente un cheval en train de courir. Bolifen, avec cette relation qui existe entre bolifen, chose qui court, c'est-à-dire le cheval, et bolofen, bien, richesse. Ils se servent de cette homophonie-là, d'accord? Et en bambara, bolofen, qui a le sens de bien, richesse, est un synonyme de nafolo. Donc, sur l'autre face, vous retrouvez donc le symbole néfer. D'accord? C'est pour cette raison que nos ancêtres ont représenté donc le cheval sur cette face de la monnaie. En fait, la symbolique, la signification est la même. Et j'ajoute qu'en bambara, bolofen signifie littéralement main, chose. Bolo, c'est la main, le bras, la main. Fen, c'est chose. Donc, quand je dis bolofen en bambara, littéralement, ça veut dire main, chose. Mais en maoka, on dit bolafen, qui désigne donc le bracelet, mais qui signifie littéralement chose main, c'est-à-dire chose de la main. Y compris en bambara, bolofen désigne le bracelet. D'accord? Et le bracelet, c'est le fameux cheti ou chati, seignou, hein, qui est ici en situation en train d'être pesé par l'ancien Égyptien, c'est-à-dire notre ancêtre. Donc, vous voyez qu'on réalise une boucle, on croit s'éloigner a priori, mais par le vocabulaire, on restitue la réalité, la pensée qui anime en fait toutes ces représentations au sujet de la monnaie, telle qu'elle a été initiée en fait, parce que ce sont les origines de ce qu'on appelle la monnaie par nos ancêtres de la vallée du Nil. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et on voit bien à travers ces mots soudanais que ce sont des Soudanais qui ont initié cette question. D'accord? Donc, de ce point de vue, il est bon de s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de débats autour du franc CFA.
Il faut quand même se souvenir que nous avons une tradition authentique sur ces questions et fondée notamment sur l'or, parfaitement connu par les Soudanais. D'accord? Donc, le sens de ce symbolisme s'explique notamment par le bambara, où bolifen, qui désigne le cheval, est un homophone de bolofen, qui signifie bien richesse, synonyme de nafolo ou naforo en djoula, bien richesse. En bambara, bolofen, qui signifie par ailleurs bracelet, traduit littéralement main chose, chose de la main. En Maoka, on dit bolafen, le Maoka, c'est le malinké parlé en Côte d'Ivoire. Je rappelle que le bambara et le malinké, c'est quasiment, si ce n'est en fait la même langue, qui signifie bracelet en français, mais en fait, littéralement, ça veut dire chose de la main. Et ce fameux bracelet, ce sont ces anneaux d'or que vous avez ici représentés en situation donc, par l'iconographie égyptienne. C'est dans cela qu'on sait que tout ce qui est en fait en illustration, dans ce contexte-ci, procède de la pensée des peuples subsahariens, naturellement. Parce qu'ils sont seuls, à travers leur langue, capables d'expliquer cet univers-ci. Voilà. Donc, nous parvenons donc ici à la conclusion. Je voulais que cette discussion soit sommaire. C'est une manière pour moi de saluer l'ouverture donc de cette rencontre qui aura lieu en Afrique du Sud, la rencontre des BRICS, qui annonce un soleil nouveau pour plusieurs peuples en fait qui sont dans une démarche d'authenticité et de renaissance. Et ce sont des questions qui préoccupent, comme vous le savez, les subsahariens aujourd'hui. Voilà. Donc, il est question pour nous de savoir que nous avons une tradition vis-à-vis des questions liées notamment à la monnaie. Il faut savoir revendiquer cette tradition pour ne pas être dans l'improvisation, car ce sont des questions graves qui engagent la vie de générations et de générations d'êtres humains. Donc, elles doivent être traitées avec le sérieux que cela nécessite. Et c'est vers la vallée du Nil, comme l'annonçait déjà le professeur Cheikh Anta Diop, que nous trouvons en fait des humanités capables de réhabiliter notre vision sur ces questions essentielles. Car c'est ici les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie. C'est d'autant plus que dans les langues dogon, monnaie désigne le collier. D'accord? J'ai simplement souhaité m'arrêter ici parce que je ne souhaitais pas être très long, mais sachez que ce que j'ai dit dans le cadre de cette discussion n'est rien en comparaison de ce qui est sous-jacent. Je le dis toujours, le travail que nous faisons dans le cadre de l'école des scribes a ceci d'essentiel, qu'il va dans le détail des choses. Aujourd'hui, j'ai simplement voulu amener au jour un ensemble de faits que j'ai estimé pouvoir partager avec le grand public, car j'imagine que ce que j'ai pu dire ici peut être compris par le grand nombre sans avoir une expertise spécifique de la civilisation égyptienne ni des caractères sacrés égyptiens, mais j'ai voulu montrer, donc à travers un certain nombre de faits historiques, eh bien les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie et l'essentialité que cette origine entretient avec l'or. D'accord? Il faut jamais perdre ceci de vue. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier évidemment de votre attention. Likez, commentez et partagez, c'est tout ce que je peux souhaiter. Ce travail est un travail assidu et c'est par l'intérêt que vous accordez, je le dis toujours, au travail que nous conduisons dans le cadre des humanités classiques africaines que ce travail est possible. Donc, je vous dis, je vous remercie naturellement de votre attention. Je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.